Bien avant qu'Hitler n'envahisse la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale, l'armée impériale japonaise commettait déjà un génocide à grande échelle sur le continent chinois. L'un des détachements les plus redoutés de l'armée japonaise était simplement connu sous le nom d'unité 731. Pour les centaines de milliers de prisonniers qui ont eu le malheur de se retrouver dans l'unité 731, cela signifiait bien plus qu'un simple numéro. Là, ils étaient soumis à toutes sortes d'instruments de torture manipulés par des hommes gris en blouse blanche qui n'avaient aucun respect pour la dignité humaine ni pour la vie. Pendant 10 ans, l'unité 731 a mené des expériences secrètes innommables sur des êtres humains de tous âges, des nouveau-nés aux personnes âgées. À la suite de ces pratiques horribles, qui comprenaient des vivisections, des amputations et diverses épreuves douloureuses, 14 000 personnes sont mortes et plus de 300 000 ont souffert de séquelles à vie. Qu'ont fait les médecins japonais avec les prisonniers chinois et même avec leurs propres compatriotes? Comment appelait-on cabanes en rondins? L'Auschwitz asiatique, les terribles secrets de l'unité 731. La vérité finit toujours par éclater, même si des décennies passent. Lorsque les historiens ont commencé dans les années 1990 à enquêter sur certains crimes de guerre commis par des citoyens japonais avant 1945, ils ont découvert un réseau inimaginable d'actes atroces et de traitements inhumains infligés aux prisonniers et aux civils. L'unité 731 n'était jusqu'alors connue que comme une autre des nombreuses unités de la puissante armée impériale, mais dans les années 1990, elle est devenue connue sous le nom de Auschwitz asiatique. Ce n'était en aucun cas une exagération, et si l'on considère l'ampleur des atrocités plutôt que le nombre de personnes touchées, Auschwitz pourrait bien être appelée l'unité 731 de l'Europe. Bien qu'Auschwitz et l'unité 731 partagent une réputation mondiale d'atrocité, leurs approches et structures opérationnelles étaient radicalement différentes. Auschwitz était un complexe d'extermination industrielle, conçu pour maximiser le meurtre systématique de millions de personnes au moyen de chambres à gaz, de crématoires et de processus logistiques automatisés. L'unité 731, en revanche, n'a pas été conçue comme un centre d'extermination de masse, mais comme un laboratoire militaire complexe où des armes biologiques étaient développées par expérimentation directe sur des humains vivants. Le nombre total de les victimes du 731e était bien inférieur, mais le but n'était pas l'élimination de la population, mais plutôt l'obtention de données scientifiques grâce à des procédures médicales extrêmes. Une autre distinction fondamentale réside dans son emplacement et son camouflage. Auschwitz était situé dans un cadre semi-urbain en Pologne, avec un réseau ferroviaire conçu pour les déportations de masse. Pingfang, le quartier général du 731e, a été construit dans une zone reculée de Harbin, en Mandchourie, et a été officiellement présenté comme une scierie industrielle, ce qui a permis de cacher ses installations pendant des années. Alors qu'Auschwitz faisait partie de l'appareil visible de la solution finale, le camp 731 opérait complètement en dessous du radar public sous de multiples couches de secrets militaires. De plus, le 731e n'était qu'un élément d'un réseau plus vaste d'unités japonaises dédiées à la guerre biologique. L'unité SUNT, située à Changchun, est spécialisée dans les tests sur les animaux et le sabotage agricole, testant des toxines sur le bétail et les cultures. L'unité 1644, basée à Nanjing, fonctionnait comme un centre auxiliaire de tests humains, mais était opérationnellement subordonnée à Pingfang. Le 731e dirigeait ce réseau en tant que centre stratégique, logistique et scientifique, avec son propre système de transport, sa production bactérienne, ses chambres de pression, ses chambres de congélation, ses autopsies vivantes et sa production de masse d'armes microbiologiques. Aucune autre unité, même au sein de l'Axe, n'a égalé son niveau d'intégration technique à des fins médicales et militaires. Une partie des efforts de propagande du gouvernement d'occupation allié dans les années d'après-guerre consistait à effacer les crimes de guerre japonais de l'histoire. Le général Eisenhower considérait le Japon comme un allié stratégique des États-Unis dans le scénario d'après-guerre. En outre, ils ont fait de grands efforts pour justifier le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki comme une action nécessaire provoquée par les Japonais, plutôt que comme l'un des pires actes de meurtre de masse de l'histoire de l'humanité.
C'était également une stratégie du nouveau gouvernement démocratique japonais après 1952, bien que pour des raisons différentes, c'était pour eux une question de honte et ils n'étaient pas disposés à admettre les crimes atroces du passé, même lorsqu'ils avaient été commis sous une autre administration. Cependant, au fil du temps, la vérité a commencé à émerger à mesure que de plus en plus d'historiens ont enquêté sur ces aspects peu explorés de la guerre. En 1982, le ministère de l'Éducation a ordonné la suppression des livres d'histoire mentionnant les atrocités militaires du Japon, ce qui a eu un impact considérable sur l'opinion publique internationale. Cet effort n'a pas abouti. Certains vétérans encore en vie ont commencé à parler ouvertement et à confesser les actes méprisables qu'ils avaient commis pendant la guerre. De nombreux historiens ont commencé à enquêter sur les crimes de guerre tels que les expériences de guerre biologique, ainsi que sur les épisodes d'avant la Seconde Guerre mondiale, tels que le massacre de Nankin. Avant la Seconde Guerre mondiale, Nanjing était la capitale de la République de Chine. Depuis 1931, les Japonais contrôlaient une partie du continent chinois au nord de la Corée, qu'ils appelaient Manchukuo. Pendant 6 ans, l'État fantoche du Manchukuo et l'État chinois ont coexisté. Mais en 1937, le Japon a pris la ville portuaire chinoise de Pékin, déclenchant une guerre à grande échelle avec les Chinois. L'armée impériale japonaise réussit à prendre Nankin le 13 décembre 1937, après une longue et sanglante bataille contre l'armée nationale révolutionnaire chinoise. S'ensuivirent 6 semaines complètes, au cours desquelles les soldats japonais déclenchèrent une vague d'agressions sexuelles massives, de pillages, de tortures de prisonniers, d'incendies criminels et de meurtres insensés. Le nombre total de morts parmi les civils chinois a dépassé les 200 000, sans compter les dizaines de milliers de femmes agressées qui ont survécu et vécu dans la peur et la honte. Dans ce contexte, l'armée japonaise a vu l'occasion idéale de mener certaines des expériences les plus répugnantes qu'elle avait secrètement préparées. Un décret impérial a donné carte blanche à l'unité 731 pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour développer la guerre biologique et expérimenter sur la population civile chinoise. Au total, l'unité a été directement responsable de 14 000 décès, mais on estime qu'environ 300 000 personnes sont mortes indirectement à cause de maladies infectieuses causées par les actions de l'unité 731. Cette unité a effectué des tests de cruauté encore plus grands que ceux de Joseph Mengele à Auschwitz. Les prisonniers de l'unité 731 étaient complètement déshumanisés et n'étaient même pas considérés comme des personnes, juste comme des sujets de tests jetables. Les expériences comprenaient des injections de maladies, une déshydratation forcée, une vivisection, un prélèvement d'organes et des amputations. Certains prisonniers étaient placés dans une chambre scellée qui était lentement dépressurisée, juste pour voir jusqu'où le corps humain pouvait aller avant de s'effondrer. Ces prisonniers n'étaient pas des soldats capturés au combat, mais des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés chinois kidnappés dans les rues de la Chine occupée. Déshumanisation des prisonniers, que sont les fameuses cabanes en rondins. L'unité 731 et ses filiales non seulement pratiquaient régulièrement des vivisections sur des êtres humains, mais étaient également fiers des armes produites à cette fin. Les premières expériences horribles menées sur le terrain d'essai de l'unité comprenaient des tests de l'efficacité de diverses bombes sur des victimes attachées à des pieux, l'exposition de personnes à un froid extrême pour documenter les effets des engelures sur les extrémités et leur exposition à de graves changements de pression pour étudier les limites humaines à des fins de développement aéronautique. Ce ne sont là que quelques-unes des expériences réalisées au cours de la décennie où l'unité était active, entre 1936 et 1945. Lorsque les scientifiques avaient besoin de davantage de victimes pour des expériences sur l'homme, ils n'avaient qu'à remplir une demande détaillant le nombre de sujets nécessaires et, si nécessaire, leur sexe et leur âge. Chirurgien général Shiro Ishii était le directeur de l'unité 730 et 1, et grâce à son prestige, il obtenait généralement tout ce qu'il demandait. La plupart du temps, l'armée du Kwantung effectuait un envoi spécial d'humains après que les demandes des Ishii aient été approuvées. Les têtes des victimes ont été liées et recouvertes de sacs pendant qu'elles étaient transportées par train puis par véhicule à travers des tunnels souterrains jusqu'à la porte de l'unité 731 de la ville de Harbin, où les expériences ont commencé.
Les prisonniers attendaient leur horrible sort dans des baraquements connus sous le nom de cabanes en rondins. Complexe de Pingfang, siège de l'unité 731, a été conçu comme un complexe militaire de haute sécurité, avec une architecture facilitant à la fois l'enquête et le secret. Il comptait plus de 70 bâtiments répartis sur une superficie d'environ 6 km². Les installations étaient organisées en zones fonctionnelles, modules de détention, cabanes en rondins, laboratoires bactériologiques, zones de vivisection, usines de production biologique, chambres de décompression, chambres froides, magasins d'armes, casernes du personnel et un crématorium opérationnel. L'usine comprenait également un réseau souterrain de tunnels pour le déplacement discret des prisonniers et des déchets contaminés. Pour dissimuler sa véritable fonction, le complexe a été officiellement présenté comme une usine de bois ou une scierie expérimentale, soutenue par une façade architecturale industrielle standard. Les voies d'accès étaient contrôlées par des points de contrôle militaires et l'infrastructure ferroviaire adjacente permettait le transport en commun sans visibilité publique. Le périmètre était clôturé avec des barbelés électrifiés et des tours de guet gardées par des gardes armés. Ce nom n'était pas dû aux matériaux avec lesquels ils étaient construits. En fait, les soi-disant cabanes en rondins étaient faites de briques et de béton. Log, ou maruta en japonais, était le nom donné aux prisonniers de l'unité 731. Les maruta n'étaient pas considérés comme des humains, mais seulement comme des sujets de tests jetables. Une fois épuisés par les expériences, les maruta étaient considérés comme du matériel inutile et étaient ensuite tués ou laissés mourir de leurs blessures. Le haut commandement impérial a ordonné la construction d'un immense complexe pour abriter l'unité 731 dans un quartier de Harbin connu sous le nom de Pingfang. Le complexe de Pingfang était impressionnant et ressemblait à une ville fortifiée avec plus de 70 bâtiments répartis sur une zone de 6 km. La taille imposante du complexe a attiré l'attention internationale, et lorsque les gens ont demandé aux scientifiques quelle était la structure, ils ont simplement répondu qu'il s'agissait d'une scierie. Ils ne mentaient pas, car ils considéraient vraiment les gens présents comme des bûches. Complexe de Pingfang, ainsi que pour les scientifiques, les sujets de test qui arrivaient dans les cabanes en rondins avaient déjà perdu tous leurs droits. Leurs noms n'ont jamais été enregistrés, et, à leur arrivée au complexe, on leur a attribué un numéro écrit sur le devant de leur chemise avec le mot « Maruta ». On les appelait simplement « Maruta numéro 1, numéro 2, etc. » Ils n'étaient pas comptés comme une personne ou deux personnes, mais comme une bûche, deux bûches. Être complètement déshumanisé signifiait que les prisonniers, ou maruta, n'avaient même pas de lit pour dormir, comme c'était le cas dans les camps de concentration nazis. Ils ne méritaient tout simplement pas ce genre de traitement humain. Au lieu de cela, ils étaient gardés dans des cages au dernier étage des cabanes en rondins, qui étaient généralement hautes de 3 étages. Les cages étaient appelées rotsu, du mot japonais ro, qui signifie forme carrée. Le bloc cellulaire de Pingfang a été appelé Rogo pour cette raison. La zone où les prisonniers étaient détenus était isolée du reste du bâtiment par une porte métallique. 1 mètre devant la porte et de l'autre côté se trouvaient des tapis désinfectants pour empêcher que des contaminants bactériologiques ne soient transportés à l'extérieur sur les chaussures des scientifiques et des gardes. À l'intérieur de la porte, les pièces mesuraient environ 10 mètres sur 15, soit 30 pieds sur 45, et contenaient plusieurs cages alignées. La plupart des marutas dans les cages étaient simplement allongés, car il n'y avait pas de place pour se tenir debout, et ils étaient généralement trop fatigués ou malades pour s'asseoir. Dans certaines pièces, les scientifiques avaient placé des bidons d'huile contenant des souris auxquelles avaient été injectés des germes de la peste et des puces se nourrissant des souris. Plusieurs expériences ont été menées avec des puces et des rongeurs à Pingfang. Tout autour du périmètre des pièces se trouvait un canal d'eau de 30 cm de large. Le but du canal, plus large que la distance que les puces peuvent parcourir, était d'empêcher les puces de quitter la pièce. Tous les marutas étaient affectés par les puces, mais c'était le moindre de leurs problèmes. Le visage de l'horreur, Shiro Ishii, directeur de l'unité 731. Aishi Shiro est né le 25 juin 1892 dans la ville de Chiyoda, dans une région située à environ 2 heures de ce qui est aujourd'hui le centre de Tokyo.
Sa famille était l'une des plus riches de la région selon les normes du village, avec des propriétés foncières considérables qui leur donnaient une aura d'aristocrates ruraux. Ce statut économique leur a valu le respect et, plus important encore, la loyauté de la population locale. Ishii a su tirer parti de cette loyauté à son avantage dans les années qui ont suivi. En 1916, Ishii entre à l'Université impériale de Kyoto. C'était un établissement prestigieux et sa faculté de médecine était particulièrement réputée pour ses travaux en bactériologie. En tant qu'étudiant, Ishii semblait avoir des problèmes de personnalité. On dit qu'il causait des problèmes aux autres. Il était agressif, inconsidéré et égoïste. Conformément à ses traits de personnalité, il était également un grimpeur. Il était également connu pour son penchant pour l'alcool, son penchant pour les femmes et ses habitudes de détournement de fonds que ses collègues toléraient. Ishii a été décrit comme un nationaliste véhément, ce qui lui a permis d'accéder à des personnes susceptibles de lui fournir des fonds. Ishii a ressenti un appel à l'armée, pas nécessairement pour servir son pays, mais pour faire progresser ses propres objectifs de recherche médicale. En 1920, il obtient son diplôme universitaire et s'engage dans l'armée. Peu de temps après, il fut promu lieutenant et, à l'été 1922, il obtint un transfert au premier hôpital militaire de Tokyo. Sa passion pour la recherche fut appréciée par ses supérieurs et, 2 ans plus tard, il fut chargé de retourner dans son alma mater pour poursuivre des études supérieures en bactériologie, entre autres domaines. Le Japon était signataire de la Convention de Genève de 1925 qui interdisait la guerre biologique et chimique. En tant que spécialiste des bactéries, Ishii a trouvé cette évolution encourageante. Il a estimé que si quelque chose était suffisamment mauvais pour être interdit, alors cela devait certainement être efficace. Il a commencé à penser que les armes chimiques et biologiques pourraient devenir un atout précieux pour l'armée impériale. Cette façon de penser était très bureaucratique, mais pour cette raison, ses opinions étaient toujours appréciées par ses supérieurs et il réussit à trouver du soutien parmi le haut commandement de l'armée et dans certains ministères. Inspiré par ces avancées, Ishii a fait pression pour la création d'une branche militaire dont les activités se concentreraient sur les armes biologiques. En tant qu'expert en bactériologie, il estimait que plus il deviendrait important pour l'armée, plus sa propre importance au sein du système serait grande. Les considérations financières ont fourni une logique pour soutenir leur cause. Comparé aux coûts de construction, de dotation en personnel et d'entretien d'énormes forces conventionnelles, par exemple, les bactéries et les gaz étaient beaucoup moins chers. D'autres avantages sont apparus plus tard, mais le facteur coût était un argument de vente majeur pour Ishii dans ses appels au plus haut niveau de l'armée impériale japonaise. En 1932, quelques mois après l'avancée des troupes japonaises sur Harbin, Ishii et ses associés les suivirent, voyant là une opportunité de développer leur carrière. Pendant ce temps, les Japonais faisaient face à des troupes soviétiques numériquement supérieures le long de la frontière soviéto-mandchoue. Un affrontement armé était attendu et Ishii prévoyait d'utiliser sa spécialité pour surmonter le désavantage de son camp. Le fait que l'utilisation d'armes biologiques constitue un crime de guerre ne l'a pas empêché de la proposer. En 1935, Ishii est promu chirurgien-major de l'armée, 2e classe, lieutenant-colonel chirurgien. Le 1er août 1936, Ishii se voit accorder le contrôle officiel de l'unité 731 et de ses installations de recherche. C'est alors que commence son règne de terreur. En tant que chef de l'unité 731, Ishii a réalisé une variété d'expériences, la plupart personnellement. Cela incluait des vivisections, des tests d'armes biologiques sur des villages chinois sans méfiance, l'empoisonnement de Maruta avec des toxines et des gaz, et le fait de forcer les prisonniers à s'infecter les uns les autres avec la syphilis. Son sentiment d'impunité était si grand qu'il aurait montré à Hideki Tojo, un homme politique prometteur qui deviendrait plus tard Premier ministre en 1941, des films des expériences menées sur plusieurs années. Tojo les trouvait désagréables et a fini par arrêter de les regarder. Cependant, il a vu l'utilité des recherches menées par Ishii, alors il lui a permis de poursuivre ses expériences au complexe de Pingfang. Avec le contrôle total de l'unité 731, Ishii a activé un réseau de faveurs qu'il lui avait fallu des années à construire. Son ascension n'est pas uniquement due à son mérite académique.
mais plutôt à une stratégie d'intégration au sein des élites bureaucratiques et militaires du Japon impérial. Durant la première moitié des années 1930, il cultive des relations étroites avec des officiers supérieurs de l'état-major général, dont le général Hajime, Sugiyama, chef de l'armée, et des membres clés du ministère de la Guerre. Ces relations lui ont permis de présenter son projet de guerre biologique comme un investissement stratégique à faible coût et à haut rendement, comparé au maintien de divisions militaires conventionnelles. Le financement initial du complexe de Pingfang provenait de fonds cachés dans le budget de l'armée du Kwantung, déguisés en dépenses d'infrastructures de santé. Au fur et à mesure que le projet progressait, Ishii a réussi à obtenir des accords internes autorisant le détournement de ressources matérielles et humaines des hôpitaux militaires, des universités techniques et des industries chimiques contrôlées par l'État. Le ministère de la Santé publique et du Bien-être a également fourni du personnel détaché, notamment des microbiologistes, des pharmaciens et des techniciens de laboratoire qui ont opéré à Pingfang sous le couvert de la recherche médicale. En outre, Ishii a négocié des accords avec des entreprises telles que Nissan Chemical et Shionogi Pharmaceutique qui fournissaient du matériel de laboratoire, des cultures bactériologiques et des réactifs spécialisés. Bien que ces entreprises n'aient pas été directement impliquées dans des expériences sur l'homme, leurs liens logistiques ont été documentés dans les registres d'expédition et la correspondance interne. Le soutien politique fut complété par la protection active de Hideki Tojo, qui voyait dans l'unité 731 un outil de pouvoir stratégique en Asie continentale. Cette combinaison de soutien politique, de financement militaire et d'accès illimité aux victimes civiles a permis à Pingfang de se développer sans restriction et de devenir l'installation de guerre biologique la plus avancée de l'Empire japonais. Expériences horribles sur les femmes et les enfants. Principaux objectifs de Shiro. L'objectif d'Ishii était de trouver un remède contre la syphilis, une maladie dangereuse qui touchait de nombreux soldats japonais. Au début, les femmes étaient infectées par la syphilis par injection. Mais cette méthode n'a pas produit de résultats de recherche réels. La syphilis se transmet généralement par contact direct, elle suit donc un système d'infection directe par contact sexuel. La raison pour laquelle l'unité 731 effectuait des recherches sur les maladies vénériennes était la pratique de l'armée japonaise consistant à utiliser des femmes dites de réconfort. Il était nécessaire de protéger les soldats japonais des maladies sexuellement transmissibles, car pour tout homme de l'armée japonaise, contracter une maladie vénérienne était une honte et un revers. En conséquence, de nombreux soldats infectés sont restés silencieux sur leur infection et ont essayé de se soigner en secret. Les maladies vénériennes sont devenues un problème très sérieux dans l'armée. En Sibérie, les prix des femmes de réconfort étaient prohibitifs par rapport au salaire d'un soldat japonais. Les soldats prenaient donc plaisir à agresser sexuellement les femmes russes locales. Cela a provoqué une épidémie de maladies vénériennes parmi les soldats russes et japonais innocents. Les hauts gradés du quartier général japonais ont vu leurs soldats succomber à des maladies vénériennes et le problème est devenu sérieux. Lors de la prise de Nankin en 1937, 20 000 incidents d'agression sexuelle contre des femmes russes ont été enregistrés sur une période de 5 mois. Face à la propagation des maladies vénériennes dans les rangs et à la menace qu'elles représentaient pour la discipline et l'efficacité de l'armée, le haut commandement a fait appel à l'unité 731. L'injection d'une infection vénérienne a été rapidement abandonnée et les chercheurs ont commencé à forcer les Maruta à effectuer des actes sexuels les uns sur les autres. Les membres de l'unité, vêtus de combinaisons de laboratoire blanches qui couvraient tout le corps, ne laissant visibles que les yeux et la bouche, ont effectué les tests. Un homme et une femme, dont l'un était infecté par la syphilis, ont été emmenés dans une cellule et forcés à avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre. Quiconque résistait était fusillé. Une fois que le partenaire sain a été infecté, la progression de la maladie a été étroitement surveillée pour déterminer par exemple dans quelle mesure elle a progressé au fil du temps. Au lieu de se concentrer uniquement sur les signes externes, comme l'état des organes sexuels, les chercheurs pourraient effectuer des dissections en direct pour étudier comment différents organes internes étaient affectés à différents stades de la maladie. La victimisation des femmes sous l'unité 731 n'était pas une question d'intérêt strictement scientifique ou de genre.
Il y avait également une base raciale, car ces femmes étaient exclusivement chinoises, russes et coréennes. Mais les chercheurs pensent désormais qu'il y avait une dimension de genre au problème, car les femmes étaient particulièrement ciblées. Un autre groupe ciblé était celui des enfants. Yoshimura Isato, qui devint plus tard directeur de l'université préfectorale de médecine de Kyoto, supervisa les expériences de congélation. Il était connu comme un éminent érudit et chercheur. L'une de ses expériences à l'unité 731 a été menée sur un bébé de 3 mois. Une aiguille de mesure de température a été insérée dans la main du bébé et le nourrisson a été immergé dans de l'eau glacée, enregistrant soigneusement les changements de température. En plus des observations cliniques directes, l'unité 731 maintenait un système méticuleux de documentation médicale. Chaque expérience a été enregistrée dans des journaux de bord individuels où les paramètres physiologiques, la progression des symptômes, les réponses immunologiques et les heures de décès ont été notés. Les chercheurs ont complété ces journaux par des photographies prises à intervalles définis en se concentrant sur l'évolution des lésions ou des réactions cutanées. Certains des organes prélevés ont été étiquetés, conservés dans du formaldéhyde ou de l'alcool et stockés dans des plateaux en acier à l'intérieur de chambres réfrigérées. Parallèlement, des lames histologiques ont été préparées pour une étude ultérieure au microscope optique. La classification des résultats a suivi un système numérique qui a remplacé le nom du sujet par son code Maruta, permettant d'étudier de grands volumes de données sans jamais faire référence à la victime en tant que personne. Après la guerre, il publie un article sur cette expérience et ses résultats. Comme il aurait été impossible de mener une telle expérience dans les années d'après-guerre, il est devenu clair qu'elle avait été réalisée alors qu'il travaillait à l'unité 731. Isato a utilisé des bébés nés de mères emprisonnées. Les archives chinoises identifient les bébés nés de prisonnières enceintes, ainsi que de femmes enceintes suite à des rapports sexuels forcés dans le cadre d'expériences sur les maladies vénériennes, et ces bébés ont également été utilisés dans les expériences de l'unité. L'un des anciens chercheurs qui a travaillé avec Isato a témoigné des conditions horribles dans lesquelles les femmes étaient maltraitées à l'unité 731. Il a affirmé qu'un jour, on lui avait donné les clés des cellules de Maruta pour qu'il puisse en emporter certaines pour faire des expériences. Au lieu de cela, lui et un autre membre de l'unité ont ouvert la cellule abritant une femme chinoise et l'ont agressée. Ne voulant pas attendre son tour, l'autre membre de l'unité a ouvert la cellule d'une femme chinoise qui avait été utilisée dans une expérience de congélation. Il lui manquait plusieurs doigts et ses os étaient noircis par la gangrène. Il ne l'a pas attaquée simplement parce qu'il a vu que son organe sexuel était infecté, suintant du pus à la surface. Expérience sur des personnes vivantes, vivisection, amputation, prélèvement d'organes. Chaque laboratoire de Pingfang disposait d'un grand tableau blanc sur lequel les techniciens enregistraient les données. Ils ont enregistré le nombre de Maruta qu'ils ont utilisés, ce qu'ils leur ont injecté et le nombre d'organes dont ils avaient besoin pour les expériences futures. Comme la plupart des cadavres étaient dans un état déplorable, ils ont préféré extraire les organes de personnes vivantes. L'éthique n'existait pas dans le réseau d'Ishi. Tout a été fait efficacement au nom de la science. Des vivisections ont été réalisées sur des humains pour observer de première main comment les maladies affectaient chaque organe au moment du décès, car si les patients mouraient, les bactéries putréfiantes pourraient détruire les résultats d'une bonne expérience. Bien que les Maruta de l'unité 731 étaient enchaînés, leur état de santé et leur état nutritionnel étaient surveillés, car un bon état garantissait les meilleurs résultats scientifiques pour leurs expériences. On leur a servi une quantité considérable de nourriture, notamment du soja et du porc. Les méthodes de recherche de Pingfang ont permis aux médecins d'induire des maladies et d'examiner leurs effets sur les organes à leur premier stade. Les chercheurs ont travaillé avec des interprètes pour interroger les prisonniers chinois sur les symptômes émergents et ont retiré les sujets de leurs cellules au moment qu'ils considéraient comme optimal pour obtenir des résultats. L'anesthésie était facultative. Selon un ancien membre de l'unité, dès que des symptômes étaient observés, les prisonniers étaient emmenés de leurs cellules vers la salle de dissection. Ils étaient déshabillés et placés sur la table, généralement en criant et en essayant de résister. Ils étaient attachés
et l'un des médecins leur fourrait une serviette dans la bouche, à la fois pour les faire taire et pour leur donner quelque chose à mordre. Le médecin-chef prenait alors un scalpel et ouvrait le prisonnier. Il a été rapporté que même avec leurs intestins et leurs organes exposés, les Marutas ne sont pas morts immédiatement. La situation physique était similaire à celle d'une intervention chirurgicale sous anesthésie au cours de laquelle une personne est opérée et rétablie. Les témoins de vivisection rapportent que la victime émet généralement un cri horrible lorsque la coupure est effectuée, puis la voix s'éteint. Les chercheurs ont ensuite procédé à l'examen des organes en retirant ceux qu'ils souhaitaient étudier, puis en jetant ce qui restait du corps. Le laboratoire de dissection de Pingfang disposait d'une infrastructure hautement fonctionnelle, divisée en modules spécifiques. Il y avait au moins 4 salles principales, une pour la préparation des sujets, une autre pour le prélèvement des organes, une troisième pour l'analyse bactériologique immédiate et une quatrième pour l'élimination des restes. Les tables de dissection étaient métalliques, avec un drainage incliné, et étaient reliées à des canaux de collecte qui transportaient les fluides vers des réservoirs de déchets traités à la chaux vive. Les instruments comprenaient des scalpels de différentes tailles, des scies chirurgicales, de longues pinces, des ciseaux spéciaux et des récipients étiquetés pour la conservation des organes en fonction du type et du stade de l'infection. Le nettoyage de l'espace était rigoureux. À la fin de chaque journée, l'équipe technique lavait les surfaces avec des solutions caustiques et pulvérisait des désinfectants chlorés sur les murs et les sols, répétant le protocole toutes les 12 heures. La routine quotidienne commençait à 6 heures avec le transfert des Marutas des cellules. Entre 8 et 12 vivisections étaient réalisées par jour en fonction de l'état des prisonnières et des exigences de chaque projet. Les restes anatomiques étaient classés. Les tissus utiles étaient envoyés au laboratoire de bactériologie et le reste était incinéré ou jeté dans des fosses à chaux. Tout a été documenté sur des formulaires numérotés, recoupés avec les relevés de température, les symptômes antérieurs et l'évolution pathologique observée in vivo. À un moment donné du processus, la victime est décédée, soit à cause d'une perte de sang, soit à cause de l'ablation d'organes vitaux. Les expériences étaient incroyablement cruelles et inhumaines. Comme les sujets n'étaient que des Marutas et non des êtres humains, les médecins ne se souciaient généralement pas de leur souffrance. Parfois, on leur administrait des anesthésiques, mais cela avait surtout pour but de les empêcher de bouger et de crier, ce qui pouvait perturber le travail des médecins. Certains vivisectionnistes n'étaient pas très compétents et utilisaient des sujets de test comme sujets d'entraînement. Un rapport fait état d'un Chinois qui a été vivisecté sans anesthésie. Son abdomen a été ouvert, ses intestins ont été coupés, retirés, puis rattachés. Comme son état était stable, les médecins ont décidé de réaliser 5 expériences supplémentaires sur lui, dont l'amputation d'un bras. L'ensemble du processus a duré 1 heure et demie, après quoi l'homme est décédé. Le réseau d'Ishii avait également recruté des membres du corps de la jeunesse pour effectuer des vivisections. Comme la société japonaise en temps de guerre encourageait un sentiment nationaliste chez chacun, les enfants étaient encouragés à signaler au directeur de l'école tout sentiment anti-guerre manifesté par leurs parents. La police a ensuite été autorisée à enquêter sur les parents. De nombreux enfants ont également été encouragés par leurs enseignants à rejoindre le corps de la jeunesse. La plupart des membres du corps de la jeunesse n'avaient que 15 ou 17 ans lorsqu'ils ont commencé à travailler à l'unité 731. Ils ont reçu une formation rigoureuse en biologie, en langues étrangères, en mathématiques et en bactériologie. La plupart d'entre eux sont devenus assistants des chercheurs de l'unité où leur tâche principale était de prélever des organes d'un corps humain lors d'une vivisection. Après la vivisection, les victimes étaient méconnaissables. Les assistants du corps de la jeunesse ont reçu l'ordre de placer leurs organes dans des conteneurs. Ils ont ensuite utilisé ces organes pour cultiver des bactéries. On estime qu'environ 3000 personnes ont été soumises à des expériences sur des êtres humains à l'unité 731 de 1940 à 1945. Cependant, ce chiffre est considéré comme une estimation basse, car la capacité de la prison était beaucoup plus grande et certaines victimes n'ont pas survécu plus de 2 semaines en moyenne. Opération PX, le développement secret d'armes biologiques par le Japon. À 120 km de Pingfang se trouvait un terrain d'essai en plein air connu sous le nom d'Anta. Ce site a été utilisé pour des tests en extérieur de bombes expérimentales de guerre biologique contre la peste,
le choléra et d'autres agents pathogènes, ainsi que pour d'autres formes d'exposition humaine en extérieur à des agents pathogènes. Les tests utilisaient généralement entre 10 et 40 marutas à la fois, les sujets étant attachés à des croix disposées en cercles de différentes tailles. Les tests impliquaient un élément d'essai et d'erreur, et en comparant les résultats obtenus dans des cercles de différentes tailles, les chercheurs pouvaient déterminer les plages d'efficacité à différentes distances des points d'impact des projectiles ou de libération des insectes infectés. Lors des essais de bombes biologiques, chaque maruta portait une protection pour la tête et une plaque métallique accrochée autour du cou pour couvrir l'avant du corps. Ces dispositifs de protection ont permis d'éviter des décès ou des blessures graves qui auraient empêché l'acquisition des données nécessaires. Les jambes et les bras ont été laissés exposés afin que les insectes porteurs de maladies puissent les piquer. Dans certains tests, les sujets ont été attachés à des planches verticales ancrées dans le sol à différentes distances et selon différents schémas par rapport au point de largage. Des notes précises ont été prises sur le vent et les conditions atmosphériques, et chaque personne a été marquée d'un numéro sur sa poitrine pendant chaque test pour faciliter le suivi des spécimens humains. À l'été 1941, Ishii convoqua une conférence avec tous les commandants de division et rapporta qu'une instruction avait été reçue du chef d'état-major de l'armée japonaise pour développer davantage la guerre bactériologique. En particulier, les ordres exigeaient l'élevage de puces pesteuses à grande échelle. Les puces de la peste présentaient un grand intérêt opérationnel et stratégique. C'est pourquoi un ordre a été émis pour intensifier les travaux de recherche dans ce domaine. Ce furent les premières étapes de ce qui allait plus tard être connu sous le nom d'Opération PX, un plan visant à propager des puces de la peste sur la côte ouest peuplée des États-Unis. Également connue sous le nom d'Opération Nuit des cerisiers en fleurs, elle a duré 3 ans. Son lancement était prévu pour le 22 septembre 1945, mais le projet n'a pas été réalisé en raison de la capitulation du Japon le 15 août. Le plan avait été soigneusement préparé pendant plusieurs années. Une quarantaine de chasseurs de rats ont été envoyés pour ratisser Singapour et ramener leur butin au laboratoire. Les rats ont ensuite été endormis avec du chloroforme et les membres du corps de la jeunesse ont travaillé pour retirer les puces de leur corps avec des pincettes. Les puces ont été placées dans des récipients d'eau pour les empêcher de sauter et à partir de là, le personnel japonais a pris le relais. Des tubes à essai ont été préparés avec une puce dans chacun. Des rats ont été injectés avec des agents pathogènes de la peste, leur ventre a été rasé et des tubes à essai ont été inversés sur la zone rasée, permettant aux puces de se nourrir des rats et de devenir porteuses de la peste. Le processus de production bactérienne au sein de l'unité 731 nécessitait une infrastructure microbiologique très développée pour l'époque. Les techniciens travaillaient dans des salles hermétiques équipées de systèmes de ventilation contrôlés où les bactéries étaient cultivées dans des milieux riches en nutriments, généralement des extraits de foie ou des infusions de cerveau animal qui étaient stérilisés et versés dans des boîtes de pétri et des flacons Erlenmeyer. Les souches les plus courantes comprenaient Yersinia pestis, provoquant la peste bubonique, Vibrio cholerae, choléra, Bacillus anthracis, anthrax, et Salmonella typhi, typhoïde. La production n'a pas été improvisée. Elle s'est déroulée dans des cycles d'incubation bien établis. Chaque lot de bactéries a été cultivé pendant 24 à 72 heures, selon la souche, dans des incubateurs à chaleur humide et surveillé avec des protocoles de contrôle microbiologique stricts. Des tests aléatoires ont été effectués pour vérifier la virulence avant de passer à l'étape suivante, l'inoculation des puces. Les travailleurs portaient des gants épais, des masques et des tabliers caoutchoutés, non pas pour des raisons éthiques, mais pour éviter qu'une fuite accidentelle ne décime le personnel. Dans des conditions optimales, jusqu'à 50 000 puces infectées pourraient être produites chaque jour. Ce chiffre contrastait avec la capacité de production bactérienne des laboratoires américains contemporains comme Camp de Trick, plus tard Fort Detrick, qui entre 1943 et 1945 atteignaient à peine 15 0 par jour à leur début. L'avantage japonais résidait dans l'utilisation intensive de prisonniers et l'élimination complète des protocoles éthiques. Le personnel de Pingfang a élevé des puces dans des conditions contrôlées à l'intérieur de chambres scellées, en les nourrissant de sang de cheval collecté dans des abattoirs affiliés à l'établissement.
Chaque technicien devait livrer un quota quotidien d'insectes adultes infectés, prêts à être conditionnés dans des capsules spéciales en porcelaine ou en métal, qui seraient ensuite montées dans des bombes en céramique développées par la marine impériale. L'ensemble du système fonctionnait comme une chaîne de montage, du rat à l'insecte, de l'insecte au flacon, du flacon au projectile. Ce modèle de production, entomologique, était encore plus automatisé et efficace que certains des processus utilisés dans le projet Manhattan, bien que pour des objectifs complètement différents. Les puces infectées ont ensuite été transférées dans des bidons de kérosène contenant du sable, du sang de cheval séché et un produit chimique non identifié. Ils ont été laissés se reproduire pendant environ 2 semaines. Finalement, les puces adultes et leur progéniture, toutes infectées par la peste, ont été transférées dans des bocaux et expédiées. Des rapports affirment que dès 1940, la société de construction Suzuki Group a construit une nouvelle aile à Pingfang, où les Japonais ont détenu un groupe d'une dizaine de prisonniers, tous âgés de plus de 50 ans. On leur a demandé d'emporter leurs affaires dans l'un des hangars qui servaient de logement. Leur tâche était simple et meilleure que le travail forcé effectué par les autres prisonniers. Il leur suffisait de produire une centaine de puces par jour et de les livrer aux Japonais. Les prisonniers portaient des vêtements épais et rembourrés et devaient respecter 4 règles. Aucun contact avec les autres prisonniers, aucune discussion sur leur travail avec qui que ce soit, toujours dormir habillés et effectuer leur travail tous les jours. Chaque semaine, les médecins japonais leur ordonnaient de retirer leurs pantalons et leurs hauts rembourrés, de les retourner et de retirer les puces qui avaient atteint la taille d'une tête d'allumette. Les prisonniers devaient laisser les petites puces sur le rembourrage jusqu'à ce qu'elles grandissent, et de cette façon, entre 800 et 1000 puces étaient collectées chaque jour. 1945. Couvrir les traces de l'horreur. À l'approche de la fin de la guerre, le Japon s'attendait à une avancée soviétique en Mandchourie, dans le nord de la Chine. Si cela se produisait, les horreurs de l'unité 731 seraient connues dans le monde entier. Le haut commandement de l'armée japonaise a donné l'ordre de détruire toutes les installations de l'unité 731 et de ses unités subsidiaires afin d'éliminer les preuves de leur existence et des horreurs qu'elles avaient perpétrées. Il n'existe aucun rapport écrit sur ce qu'il fallait faire des prisonniers. On pense donc qu'ils ont été sommairement exécutés et enterrés dans des fosses communes à proximité. Forteresse de Zongma, un camp d'expérimentation humaine et de tests de guerre biologique, était si bien construite que sa destruction était difficile. L'appeler une forteresse n'était pas une exagération. Bien que l'installation ait été construite à des fins de recherche et de développement, elle possédait la résistance structurelle nécessaire pour résister aux attaques. Pingfang, une installation située à proximité de la ville voisine de Dalian, et d'autres unités ont été détruites, mais d'autres installations sont toujours debout à ce jour. L'imposant bâtiment de Nanjing, qui servait de quartier général à l'unité 1644, parfois connue sous le nom d'unité Tama, est aujourd'hui utilisé comme hôpital. Au 2e étage, des rats et des puces étaient autrefois élevés pour l'opération PX. Des vivisections humaines ont été pratiquées à Pingfang et il y avait également une prison. Certains de ces bâtiments sont encore debout aujourd'hui. La destruction des preuves en 1945 était une opération méticuleusement planifiée par l'état-major de l'armée impériale japonaise. Selon les rapports de renseignement compilés par les soviétiques et plus tard par les historiens, les instructions comprenaient l'incinération de journaux cliniques, de photographies, d'échantillons organiques, de cultures bactériennes actives et de dessins techniques provenant de laboratoires de Pingfang, Anta et Nanjing. Tout le matériel contenant les résultats de vivisection, les temps de contagion, l'évolution pathologique et les taux de mortalité a été considéré comme hautement sensible et brûlé dans des fours improvisés ou des incinérateurs au sein du complexe. Cependant, tout n'a pas été détruit. Certains documents ont été évacués avec Shiro Ishii et des responsables scientifiques de haut rang. Une partie de cette documentation, notamment des microfilms contenant des statistiques sur la propagation bactérienne et des cartes de répartition des puces, s'est retrouvée entre les mains des forces d'occupation américaines, à la suite d'un accord secret qui accordait l'immunité à plusieurs membres de l'unité en échange de données scientifiques. Beaucoup de ces documents ont été classés secrets dans des laboratoires de guerre biologique américains comme Camp Detrick dans le Maryland. En termes d'infrastructure, bien qu'une grande partie du complexe de Pingfang ait été démolie ou détruite par explosion,
Certaines structures ont survécu. Parmi les bâtiments qui ont survécu, on trouve une partie du bloc de confinement bactériologique souterrain scellé par les autorités chinoises et visible uniquement sur des photographies aériennes avant sa fermeture. Un tunnel logistique de 80 mètres, redécouvert dans les années 1990, reliait la zone de détention à la zone d'essai d'armes. Ces éléments, bien qu'isolés, permettent une reconstitution partielle du fonctionnement interne de l'unité 731 et font aujourd'hui partie des visites guidées du site commémoratif officiel du musée de la guerre bactériologique de Harbin. En 1945, des équipages réduits à l'état d'hommes restèrent en Chine pour procéder à la destruction, tandis que la plupart du personnel de l'unité 731 et leurs familles, sentant l'avancée soviétique, se retirèrent. Le chemin de fer de la Mandchourie du Sud a été efficace jusqu'au bout. Un train spécial a transporté les membres de l'unité depuis Harbin et Pingfang, puis a voyagé vers le sud en passant par la péninsule coréenne. Après avoir traversé le Japon par la mer, ils ont pris un autre train spécial vers le nord, passant par Kanazawa, où certains membres auraient utilisé le sanctuaire Noma comme cachette. Le train spécial a continué jusqu'à la préfecture de Niigata, où les membres se sont séparés et ont utilisé les transports publics réguliers. Shiro Ishii, l'homme principalement responsable des horreurs commises à l'unité 731, a également pris la fuite. Il est monté à bord du train en Mandchourie avec le reste du personnel, mais seulement pour une partie du voyage. Au cours de ce voyage en train, il a donné des instructions précises à ses subordonnés. Il leur a dit de ne pas accepter d'emploi dans les bureaux publics, de ne plus se contacter à partir de ce moment-là et surtout d'emporter leurs secrets dans la tombe. La plupart d'entre eux ont obéi à tout ce qu'Ishii leur a demandé. Ishii s'est personnellement occupé de certains détails. Il a emporté des films et des disques avec lui, en détruisant certains mais en emportant d'autres au Japon. Plus tard, Douglas MacArthur a convaincu le gouvernement américain qu'Ishii était un atout précieux pour les États-Unis et il a obtenu l'immunité en échange d'informations sur l'implication japonaise dans la guerre. Il a été autorisé à poursuivre ses recherches sur la guerre biologique et aurait aidé l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Après son retour au Japon, Ishii a ouvert une clinique médicale où il a fourni des examens et des traitements gratuitement. Il est décédé en 1959 et ses successeurs ont publié un journal qu'il a tenu, mais celui-ci ne fait aucune référence à ses activités en temps de guerre avec l'unité 731. Lorsque l'empereur Hirohito signa l'accord de reddition consignant la fin de l'Empire japonais, un ordre fut émis stipulant qu'aucun survivant ne devait être laissé et que tous les captifs devaient être tués. Lorsque les Soviétiques arrivèrent à Pingfang, ils ne trouvèrent qu'une installation détruite avec des animaux en cage, des restes humains et la plupart du personnel déjà évacué. Aujourd'hui, des vestiges de la forteresse subsistent à Pingfang, préservés comme un monument à l'inhumanité humaine. Les crimes de guerre japonais ont été, à bien des égards, plus longs et plus horribles que ceux des nazis en Europe. Unité 731, sous la direction du chirurgien général barbare Shiro Ishii, n'avait aucun respect pour la vie humaine, surtout lorsqu'il s'agissait de femmes, d'enfants et d'étrangers. Des centaines de milliers d'êtres humains ont horriblement souffert aux mains de ces médecins sanguinaires, qui n'ont reculé devant rien dans leur course pour développer des armes biologiques mortelles avec lesquelles conquérir le monde. La décision de Harry S. Truman de larguer des bombes atomiques sur les îles japonaises a été largement critiquée, mais on ne peut nier qu'elle a mis un terme à ces expériences japonaises perverses. Les ruines du complexe de Pingfang sont toujours debout, témoignant des horreurs de la guerre et de la dépravation dont l'humanité est capable.